Nous pensions connaître les orques. Pendant des décennies maintenant, elles nous ont captivés. Ces loups de mer noirs et blancs glissant à travers les océans avec grâce et puissance. Mais voici le retournement. Nous ne voyons qu'une partie de l'histoire car une nouvelle espèce d'orque vient d'être découverte. Et elle est différente de tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement une question de nouveaux comportements ou d'une particularité intéressante, c'est une révélation qui pousse les scientifiques à redéfinir les frontières entre les espèces. Que se passerait-il si le prédateur le plus emblématique de l'océan cachait un secret évolutif juste devant nous? Plongeons-y, car la vérité sur ces orques elle est plus sauvage que la fiction. L'espèce d'orque qui n'aurait pas dû exister. Pendant longtemps, le prédateur apical de l'océan portait un masque de simplicité. L'orque noire et blanche, élancée, intelligente, était cataloguée sous un seul nom, Orcinus orca. Peu importe où elles étaient en vue, de l'Arctique glacé au Pacifique sud-tropical, elles étaient considérées comme une seule espèce, une seule identité. Leur cohérence mondiale est devenue partie du mythe, un super prédateur capable de s'adapter à n'importe quel océan et de chasser n'importe quoi. Mais quelque part le long des côtes du Pacifique, de l'Alaska à la Californie, cette catégorisation a commencé à se fissurer. Le changement n'était pas soudain, ce n'était pas un moment dramatique de découverte. Au lieu de cela, il est venu d'une accumulation lente de questions que la science ne pouvait plus balayer d'un revers de main. Pourquoi certaines orques étaient-elles des chasseurs silencieux, tandis que d'autres remplissaient comme ça la mer de leurs clics et de leurs appels? Pourquoi certaines pods s'en tenaient-elles aux poissons, même en étant affamées, tandis que d'autres chassaient des phoques et des baleines avec une précision terrifiante? Et surtout, pourquoi n'y avait-il jamais eu un seul cas d'hybridation entre deux groupes, même lorsque leurs territoires se chevauchaient depuis des siècles? En 2024, le poids de décennies d'observation, de données et d'analyse ADN a fait pencher la balance. Les principaux biologistes marins ont commencé à plaider pour une reconsidération radicale, que les orques que nous appelions transitoires n'étaient pas simplement une branche excentrique ou une variation régionale. Elles étaient très probablement une espèce complètement différente. Maintenant que le bandeau est retiré, la question suivante frappe encore plus fort. Qu'est-ce qui rend ces orques si différentes qu'elles ne peuvent de plus appartenir au même nom? Que faisaient-elles tout ce temps pour se forger une identité génétique et comportementale propre? Pas un pote différent, mais une espèce différente. Imaginez regarder un groupe d'orques glissant à travers la mer. À première vue, rien ne semble anormal. Leur mouvement est familier, leur coloration identique. Si vous ne saviez pas mieux, vous supposeriez que vous regardiez le même type d'animal qui apparaît dans chaque documentaire animalier. Mais passez du temps avec elles, suivez leur schéma, étudiez leur proie, écoutez leur voix, et quelque chose commence à sembler décalé. Pas subtilement différent, mais fondamentalement étranger. Ces orques sont connus sous le nom de transitoires, bien que cette étiquette semble désormais trompeuse. Cela implique qu'elles ne sont que des vagabondes, des exclus sociaux ou des pêcheuses nomades. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Ces orques ne font pas simplement les choses différemment. Elles sont câblées différemment, physiquement, comportementalement, écologiquement. Commençons par la façon dont elles chassent. Alors que d'autres orques, en particulier les résidentes, comptant sur l'écholocation pour trouver des poissons, les transitoires restent étrangement silencieuses. Elles ne diffusent donc pas leur position avec des clics ou des pépiments. Elles écoutent, elles traquent, elles dérivent dans l'eau comme des fantômes, attendant le bon moment pour frapper. C'est une stratégie conçue pour la discrétion, car leur proie n'est pas passive. Elle entend, elle évite et elle se défend. Ces orques chassaient des lions de mer, des marsouins, des phoques, même de jeunes baleines, des créatures avec des sens aigus et des dents acérées, le genre de proie qui exige intelligence, coordination et puissance brute. Pour soutenir ce mode de vie de chasse, leurs corps ont suivi le mouvement. Les transitoires tendent à être légèrement plus longues et plus robustes que les résidentes. Leurs mâchoires sont plus volumineuses, adaptées pour saisir et déchirer. Leurs dents, plus plates, plus usées, racontent l'histoire d'une vie passée à broyer des os dans une peau épaisse, pas des poissons doux et glissants. Même leur nageoire dorsale penche plus nettement. Plutôt que de former de grandes familles étendues, les orques transitoires voyagent en unités plus petites, étroitement liées, souvent une mère et sa progéniture. Ces potes sont agiles et efficaces, adaptés à la coordination stratégique nécessaire pour chasser des mammifères à enjeux élevés. Si les résidentes sont des chœurs communautaires, les transitoires sont des équipes de frappe silencieuses.
Ce qui émerge ici n'est pas seulement une variation, c'est une spécialisation. Les baleines transitoires en général très silencieuses par rapport aux résidentes. Lorsqu'elles chassent, elles sont généralement complètement silencieuses. Et plus les scientifiques examinaient, non, plus la question passait de pourquoi sont-elles si différentes à depuis combien de temps sont-elles si différentes. La réponse, il s'avère, est enfouie dans leur gène, et elle est plus ancienne que quiconque ne l'aurait imaginé. Une fracture génétique de 300 000 ans. Parfois, les vérités les plus claires s'enfouies dans le code, et dans le cas des orques, c'était l'hélice double qui a finalement révélé ce que les apparences ne pouvaient pas. Les tests génétiques n'ont pas seulement confirmé que les transitoires et les résidentes étaient différentes, ils ont révélé qu'elles étaient anciennement différentes. Les chiffres ne mentent pas. Une divergence d'environ 300 000 ans. C'est plus longtemps que les humains modernes ont marché sur Terre. À l'époque, les continents avaient l'air presque identiques, mais les créatures qui les traversaient ne l'étaient pas. Et pendant que nos ancêtres commençaient à peine à fabriquer des outils en pierre, ces orques s'étaient déjà divisés en 2 lignées, évoluant séparément au fil du temps, de leur régime alimentaire, de leur géographie et de leur comportement. Il est important de comprendre ce que signifie réellement une séparation comme celle-ci. Ce ne sont pas juste des orques qui ont grandi dans des quartiers différents avec des goûts alimentaires différents. C'est une profonde isolation évolutive. Malgré le chevauchement de leur territoire, nageant parfois dans les mêmes eaux côtières, les transitoires et les résidentes n'ont jamais hybridé, pas une seule fois. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est presque sans précédent chez les mammifères marins qui partagent autant d'espace écologique. Les chercheurs de l'Administration nationale océanique et atmosphérique ont longtemps cherché cette espèce surnommée orque tueuse de type D. Alicia l'a aussi recherchée. En biologie évolutive, ce type d'isolement reproductif est un marqueur clé de la spéciation. Si 2 groupes vivent dans le même environnement mais ne peuvent pas ou ne veulent pas se reproduire, quelque chose de profond s'est produit. Ce n'est plus un cas de dérive culturelle, c'est une déconnexion génétique. Et les différences ne s'arrêtent donc pas au comportement de reproduction. Les données génomiques montrent des variations dans les systèmes immunitaires, l'ADN mitochondrial et le développement neurologique. Même les signatures acoustiques des orques sont génétiquement ancrées. La façon dont elles écoutent, la façon dont elles interprètent le son, tout cela remonte à leur divergence. Ce ne sont pas des orques qui pourraient un jour se retrouver, ce sont des orques qui sont devenus des armes des étrangères. Donc maintenant, avec la biologie pointant dans une direction et le comportement dans une autre, nous nous retrouvons confrontés à une vérité claire. Nous avons mal étiqueté toute une espèce pendant des siècles, mais comment une telle négligence flagrante a-t-elle pu durer si longtemps ? La réponse réside dans notre façon de voir, ou plus précisément, dans notre incapacité à voir. Que cache-t-on en pleine vue ? Les transitoires se sont cachés en pleine vue. C'est l'une des réalisations les plus humbles de toute la science. Juste parce que quelque chose est familier ne signifie pas que nous le comprenons. Et en ce qui concerne les orques, la familiarité a peut-être été notre plus grand bandeau. Pendant des décennies, les scientifiques avaient toutes les preuves juste devant eux. Différences comportementales, distinctions acoustiques, rigidité alimentaire, même structure sociale claire. Pourtant, tout cela a été écarté comme une variation écotypique, des adaptations mineures au sein d'une espèce. Il était plus facile de croire que les orques étaient incroyablement flexibles que d'admettre que nous aurions pu nous tromper sur leur identité même. Après tout, comment une nouvelle espèce pourrait-elle se cacher dans le mammifère marin le plus filmé, étudié et adoré de la planète ? Mais c'est là que se trouve le piège. Plus un animal devient une icône, un symbole d'intelligence, de jeu et de puissance brute, plus nous supposons que nous le connaissons déjà, et ainsi des signaux subtils passant inaperçus. Lorsqu'une orque refuse de vocaliser, nous l'appelons timidité. Lorsqu'elle évite les autres, nous disons qu'elle est un cas isolé. Lorsque ses dents s'usent différemment, nous l'attribuons à son régime alimentaire, et non à la spéciation. Nous n'avons pas manqué d'outils pour repérer la différence. Nous avons manqué de la volonté de croire qu'une telle différence pouvait exister juste sous nos yeux. Cela s'était aggravé par la rigidité de la taxonomie. Pendant des siècles, la classification des espèces a été construite sur la morphologie, l'étude de la forme physique. Et selon ce critère, les orques sont étonnamment uniformes. Mais le comportement, la culture et la communication ? Ce sont les nouvelles frontières, et elles ne laissent pas toujours de preuves fossilisées.
Ce qui a finalement fait pencher la balance, c'est la cohérence des preuves. Au cours de décennies de collecte de données, un schéma est apparu trop robuste pour être ignoré. Ce n'était pas simplement des modes de vie alternatifs au sein d'une seule espèce. C'était dans deux mondes coexistant dans la même mer, parlant des langues différentes, élevant leurs jeunes avec des règles différentes et évoluant sur des voies divergentes. Maintenant que le voile se lève, l'ampleur complète de la différence commence à se dessiner. Et au cœur de tout cela se trouve un mode de vie, une culture, différente de tout ce que nous avons jamais imaginé ou véritablement compris. C'est là que nous allons ensuite dans le monde tranchant, calculé et étonnant des chasseurs de mammifères. Les tueurs de mammifères. Pour comprendre la véritable nature de ces orques nouvellement distingués, vous devez étudier comment elles chassent, car dans leur monde, chaque décision est une question de vie ou de mort et de stratégie. Ce ne sont pas des poursuivants de poissons résonnant à travers les récifs, ce sont des chasseurs de mammifères précis, et leur méthode révèle à quel point elles ont évolué par rapport à leurs cousines qui mangent des poissons. Les orques transitoires ne se présentent pas. Elles naviguent dans un silence total, évitant complètement l'écholocation. Alors que leurs cousines utilisent le son comme outil de navigation, les transitoires le considèrent comme une responsabilité. Les mammifères marins qu'elles ciblent, phoques, marsouins, lions de mer, même petites baleines, ont évolué avec des défenses auditives aiguisées. Un seul clic pourrait compromettre une chasse. Ainsi, les transitoires comptent mais sur l'écoute passive et la discrétion, glissant silencieusement juste sous la surface jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à frapper. Leurs corps se sont adaptés pour soutenir cette efficacité impitoyable. Leurs mâchoires sont plus grandes et plus musclées, leurs dents visiblement émoussées par le broyage constant d'os et de cartilage. Comparés aux résidentes, leurs crânes sont façonnés pour délivrer plus de puissance de concassage. Ce ne sont pas des mangeurs opportunistes, ce sont des prédateurs conçus pour cela. La proie qu'elles poursuivent est rapide, agile et souvent dangereuse, ce qui signifie qu'une seule erreur peut entraîner des blessures ou la mort. Ces orques ne se contentent pas de dominer leurs cibles, elles les surpassent. Elles chassent également en petites unités étroitement coordonnées, généralement de 3 à 7 individus, souvent toutes liés. Cette taille de pod compacte facilite la communication et synchronise les mouvements. Lorsqu'elles attaquent, elles utilisent des stratégies qui semblent presque chorégraphiées. Certaines servent de leurre, attirant la proie dans des eaux peu profondes, tandis que d'autres encerclent tes flancs. Une fois le moment venu, un seul coup de queue ou une morsure soigneusement positionnée met fin à la poursuite. C'est violent, oui, mais c'est aussi incroyablement intelligent. Il n'y a pas de panique dans ces chasses, pas de chaos, juste du calcul. Il ne suffit pas d'être rapide ou fort. Les transitoires réussissent parce qu'elles étudient leur proie, planifient à l'avance et s'adaptent en temps réel. Et plus nous les observons, plus il devient clair que nous assistons non seulement à un comportement évolué, mais à quelque chose de plus nuancé, quelque chose de culturel, ce qui nous conduit directement à leurs opposés, les orques côtières qui ne chassent rien avec des dents, mais naviguent plutôt par le son, les liens sociaux et le saumon. Les chanteurs de saumon. Alors que les orques transitoires opèrent comme des chasseurs d'élite en mission silencieuse, leurs proches parentes, les orques résidentes, vivent dans un monde de bruit, de tradition et de vie familiale coopérative. Là où les transitoires sont secrètes et rares, les résidentes sont sociales et vocales, voyageant souvent en grands pods étendus qui se comportent plus comme des communautés multigénérationnelles que comme des équipes de chasse. Les orques résidentes mangent des poissons, presque exclusivement du saumon, et elles utilisent leur voix pour les trouver. Grâce à un système complexe de clics sonars et de sifflements, elles rebondissent sur le son à travers l'eau, créant des cartes audio de leur environnement. Pour l'oreille non entraînée, cela pourrait sembler une chorale chaotique. Mais pour les scientifiques, ce sont des motifs acoustiques délibérés et répétés, une sorte de langage. Chaque pod a son propre dialecte, transmis des mères aux veaux, codé dans la mémoire comme des recettes familiales. Leur vie entière tourne autour de cette source alimentaire. Elles ne chassent pas les phoques, elles ne poursuivent pas les dauphins. Même lorsque les populations de poissons chutent, les orques résidentes ne déviennent pas. Contrairement aux prédateurs opportunistes, elles restent fidèles à leurs normes culturelles qui, en période de rareté, deviennent une décision coûteuse. Mais cette obstination n'est pas aléatoire. C'est un comportement hérité, renforcé par des milliers d'années. Socialement, leur structure est le contraire des transitoires. Elles se rassemblent en pods de 10 à 20, souvent plus,
ancrés par des matriarches et qui détiennent la connaissance des meilleurs lieux de nourrissage tout au long de l'année. Ces femelles âgées ne dirigent pas par la force brute, mais par l'expérience. Lorsqu'un pod perd sa matriarche, les membres plus jeunes ont souvent du mal à survivre. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas nager, c'est parce qu'ils ne savent plus où aller. Et bien que leurs corps puissent sembler similaires à ceux des transitoires à première vue, il existe des différences subtiles mais constantes. Leurs dents sont plus aiguisées et moins usées, adaptées pour saisir des poissons glissants. Leurs crânes sont plus élégants, leurs nageoires dorsales plus arrondies. Chaque centimètre d'eux est réglé pour leur mode de vie choisi. Un mode qui dépend non pas de la force mais de la mémoire. Mais cette mémoire n'est pas juste individuelle, elle est culturelle. Et maintenant, les scientifiques commencent à réaliser que cela ne façonne pas seulement la façon dont ces orques vivent, cela influence ce qu'elles deviennent, une culture qui construit une espèce. Pendant des décennies, le concept de culture animale a été traité comme quelque chose de sentimental, une sorte de science molle qui ne pouvait pas être mesurée ou prouvée. Les biologistes reconnaissent que les animaux apprennent les uns des autres, mais peu étaient prêts à dire qu'un tel comportement pouvait influencer l'évolution elle-même. Cette vision commence à s'effondrer, et nulle part cela n'est plus visible que dans l'histoire des orques. Ce qui sépare les transitoires des résidentes n'est pas seulement le régime alimentaire, la taille du pod ou la portée. C'est un transfert complet et cohérent de comportement d'une génération à l'autre. Les jeunes orques transitoires ne savent pas simplement, instinctivement, comment tendre une embuscade aux phoques. Elles l'apprennent en observant leurs mères et leurs tantes pendant des mois, voire des années. De même, les jeunes orques résidentes ne tombent maintenant pas simplement sur l'écolocation. Elles apprennent les sons, les techniques, les rythmes migratoires qui leur permettent de trouver du saumon lorsque l'océan semble vide. Ce ne sont pas des astuces isolées, ce sont des systèmes de connaissances, transmis au fil du temps, renforcés par la pratique et la répétition. Lorsqu'un veau ne reçoit pas cette éducation, lorsque ses enseignants meurent ou sont séparés, ses chances de survie chutent. Ce type de dépendance à l'apprentissage social a longtemps été considéré comme une caractéristique de l'évolution humaine. Mais les orques réécrivent Cadet ce livre de règles. Et au fil du temps, ces comportements appris ne façonnent pas seulement les esprits, ils façonnent les corps. L'usure des dents des transitoires n'est pas seulement environnementale, elle est héréditaire. Il en va de même pour la forme de la mâchoire, la masse corporelle, l'endurance à la nage. L'évolution ne répond pas seulement au climat ou à la disponibilité alimentaire, mais à la tradition comportementale. En d'autres termes, la culture devient une force biologique. Cette idée que la culture peut pousser deux groupes de la même espèce si loin qu'ils finissent par devenir des espèces différentes était autrefois controversée. Maintenant, dans le monde des orques, cela devient indéniable. Le poids de cette réalisation pèse sur la communauté scientifique, car si le comportement peut influencer la biologie, alors tout le système de classification des espèces pourrait devoir changer. Quand la science atteint ses limites, la science est, à sa base, un système pour comprendre le monde. Mais comme tout système, il vient avec des limites, donc des définitions, des règles, des catégories qui aident à donner un sens à la complexité. Et en ce qui concerne la définition de ce qu'est une espèce, ces règles ont longtemps été ancrées dans des traits physiques, la taille du corps, l'anatomie, la compatibilité reproductive. Mais le défi des orques a exposé une faille évidente dans ce cadre. Que faites-vous lorsque deux animaux se ressemblent, vivent de côte à côte, mais ne sont clairement pas les mêmes? C'est le dilemme auquel sont confrontés les taxonomistes en 2024. Les preuves soutenant la classification des orques transitoires comme une espèce distincte ont atteint une masse critique. La divergence génétique, la reproduction non chevauchante, le comportement, le silence vocal, tout est là. Mais ce qui manque, c'est une décision formelle. Pourquoi ? Parce que nos systèmes de classification n'ont pas été conçus pour gérer la culture. Nous sommes maintenant confrontés aux limites de la science du XIXe siècle dans un monde du XXIe siècle. Et pour les biologistes marins, cela signifie qu'il faut mettre à jour non seulement la liste des espèces, mais la philosophie qui la sous-tend. Si la culture est désormais un mécanisme de spéciation, alors nos modèles doivent évoluer.
car ne pas tenir compte de cela ne floute pas seulement les frontières de la biologie. Cela peut avoir des conséquences dans le monde réel. La classification des espèces n'est pas seulement un exercice de manuel scolaire, elle détermine quels animaux sont protégés par la loi internationale, elle affecte le financement de la conservation, les décisions politiques, le zonage marin et même les réglementations sur la navigation. Si les trous-dents transitoires sont enfin reconnus comme leur propre espèce, cela pourrait remodeler la façon dont nous protégeons les populations d'orques dans le monde entier, et comment nous évaluons d'autres animaux dont les identités pourraient également être culturellement définies. Ce n'est plus seulement une question d'orques, c'est une question de la nécessité pour la science de suivre le rythme de la vie qu'elle cherche à comprendre. Et si nous sommes prêts à ajuster notre lentille, nous pourrions commencer à voir que ce n'est pas la seule espèce que nous avons mal jugée, juste celle qui nous force enfin à l'admettre. Une espèce qui monte, une autre qui disparaît, nulle part la division entre ces orques n'est plus visible ou plus tragique que dans ce qui se passe aujourd'hui dans la nature. Alors que la nouvelle espèce proposée de transitoires semble prospérer, leurs cousines mangeuses de poissons, les résidentes, se désagrègent silencieusement. Commençons par les transitoires. Leur nombre a augmenté régulièrement au cours des dernières décennies, en particulier dans le Pacifique Nord. D'environ 120 individus au début des années 1990, une population clé a atteint plus de 280 en 2010. C'est plus du double, et ce n'est pas une coïncidence. Leur régime alimentaire se compose de mammifères marins comme les phoques et les lions de mer, dont beaucoup ont rebondi sous les protections environnementales. Les transitoires ont l'avantage, leur proie est abondante, leurs pods sont efficaces et leur connaissance culturelle est intacte. En bref, leur stratégie évolutive fonctionne. Maintenant, contrastons cela avec les orques résidentes du Sud, un groupe dont le nom semble paisible, mais dont la réalité est tout sauf cela. Cette population est en crise. Leur proie préférée, le saumon chinook, disparaît en raison de la surpêche, de la destruction de l'habitat et des changements climatiques dans les conditions océaniques. Malgré des milliers de kilomètres d'océan à leur disposition, les résidentes refusent de changer de proie, même en étant affamées. Et ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique de leur culture. Ces orques sont fidèles à leurs traditions, mais dans un monde en changement, cette fidélité commence à coûter des vies, et les dégâts vont plus loin que la faim. Les pods résidents sont socialement structurés autour de femelles âgées, des matriarches qui se souviennent des meilleurs lieux de nourrissage, des routes de migration saisonnières et des motifs d'appel. Lorsque ces leaders meurent, la perte est plus que personnelle. C'est un effondrement de la mémoire générationnelle. Sans cette connaissance, les jeunes orques ne peuvent pas simplement tout comprendre. Ils ne savent pas où aller ni comment chasser. Leur survie n'est pas seulement liée à la biologie, elle est liée à la sagesse. Cela rend la mauvaise classification d'autant plus dévastatrice. Pendant des décennies, les plans de conservation ont regroupé toutes les orques ensemble, les traitant comme une seule espèce adaptable avec des besoins uniformes. Mais ce n'était pas le cas. Les transitoires montent, les résidentes disparaissent, et le fait de ne pas reconnaître leurs différences assez tôt pourrait avoir scellé le destin de l'une d'elles. Ce n'est pas juste une erreur d'étiquetage, c'est un avertissement, un écho qui va bien au-delà de la nageoire dorsale. Y a-t-il encore d'autres espèces que nous avons négligées ? À ce stade, il est clair que la révélation des orques est plus grande que la taxonomie. Elle est plus grande que la conservation. C'est un miroir reflétant à quel point nous comprenons peu la complexité de la vie, même dans des endroits que nous avons étudiés pendant des générations. Parce que si nous pouvons confondre deux espèces distinctes d'orques pour une seule, malgré des décennies d'observations rapprochées, vous devez vous demander « qu'avons-nous encore négligé ?» Ce n'est pas une question de forêts tropicales éloignées ou de tranchées océaniques profondes. L'histoire des orques s'est déroulée dans les eaux côtières, parmi des animaux que nous avons marqués, suivis, filmés et idolâtrés. Et pourtant, nous l'avons manqué. Cela devrait nous troubler dans le meilleur des sens. Cela ouvre la porte à une vérité plus large. Nos systèmes de classification de la vie sont encore en train de rattraper la vie elle-même. Le monde naturel ne s'inscrit pas toujours parfaitement dans les cases que nous avons construites. Il évolue plus vite que la bureaucratie et il s'exprime de manière à défier les catégories simples. Culture, communication, apprentissage social, ces choses ne se fossilisent pas. Elles ne se retrouvent pas dans des tiroirs de musées ou dans des guides de terrain vieux de plusieurs décennies, mais elles façonnent les espèces tout de même, et ce ne sont pas seulement les orques. D'autres animaux intelligents et socialement complexes, éléphants, dauphins, loups, perroquets, même corbeaux,
montrent tous des signes d'évolution guidés par la culture, dialecte, utilisation d'outils, traditions migratoires, comportements d'enseignement. Nous commençons à voir le schéma, mais combien de ces espèces ont des branches internes, des lignées distinctes cachées derrière des visages partagés que nous n'avons pas reconnus? L'orque n'est pas la seule, c'est juste l'exemple le plus flagrant, celui qui force la communauté scientifique à admettre que nous avons sous-estimé le rôle du comportement dans la formation de la biodiversité. Alors, que vient-il ensuite? Peut-être une redéfinition de ce que signifie espèce. Peut-être une approche plus holistique de l'écologie. Une approche qui inclut le langage, la lignée et le comportement appris aux côtés des gènes et des os. Peut-être que nous commençons à écouter plus attentivement les animaux qui semblent déjà parler. Quoi qu'il en soit, une chose est claire. L'histoire des orques n'a pas fermé un chapitre. Elle a ouvert 1000 nouvelles questions. Le dernier bilan. Cette découverte ne vient pas d'une expédition dans l'inconnu. Elle n'est pas née d'un coin inexploré de la carte. Elle est venue de ce qui est familier, d'une créature que nous pensions avoir déjà comprise. C'est ce qui la rend si puissante. L'idée que les orques, ces êtres charismatiques, intelligents, presque mythiques, pourraient en contenir plusieurs espèces sous leur nom, n'est pas seulement fascinante. C'est transformative, car cela nous dit que les plus grandes découvertes ne se cachant peut-être pas aux confins de notre monde, mais au centre de nos hypothèses. Nous savons maintenant que les orques transitoires sont probablement une nouvelle espèce, façonnée par des siècles de chasse silencieuse, d'instruction culturelle et d'indépendance génétique. Leurs différences ne sont pas cosmétiques, elles sont systémiques, ancrées dans leur ADN, codées dans leur comportement, renforcées par chaque nage silencieuse et chaque coup calculé. Et cette réalisation n'a pas seulement mis à jour un manuel, elle a redéfini notre façon de voir l'intelligence, l'identité et l'évolution elle-même. Les orques n'ont pas changé. Nous avons changé. Ou plutôt, nous avons enfin commencé à voir ce qui était déjà là. Ce n'est pas seulement une histoire de taxonomie, c'est une question de perception. C'est ce qui se passe lorsque la science devient suffisamment humble pour remettre en question ce qu'elle pensait être certain. Et c'est un appel à l'action, pour regarder à nouveau, écouter plus longtemps et supposer moins. Parce que le moment où nous avons vraiment vu les orques transitoires pour ce qu'elles sont, tout a changé. Pas seulement pour elles, mais pour notre compréhension du monde vivant. Et peut-être que la partie la plus excitante et terrifiante de tout cela est la possibilité que des découvertes tout aussi importantes attendent encore, silencieusement, patiemment, dans les endroits que nous pensions connaître le mieux. Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup d'autres espèces que nous n'avons pas examinées en profondeur qui pourraient remodeler notre vision du monde naturel? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez être au courant d'autres découvertes surprenantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À la prochaine fois.